Bonjour, bonjour, en direct live de Bordeaux-Pessac. Je suis avec Mélissa Lavèvre et Marc Strick et Laurent Quérès et beaucoup d'autres personnes encore. Donc aujourd'hui, on va discuter de choses extrêmement pratiques en termes de télésurveillance, donc des haltères implantables, des Reveal Link. On va essayer de voir un peu, voilà, qu'est-ce que c'est, quoi. En gros, comment ça fonctionne, quelles sont les instructions que l'on donne aux patients, et on verra aussi quelques cas qui, à mon avis, sont assez démonstratifs. Alors, on se donne encore une trentaine de secondes avant de commencer. Voilà. Mélissa, tu m'entends? Oui. Super. Donc, Mélissa, qui est attachée de recherche clinique et qui travaille depuis, ça fait quoi, 42 ans que tu es dans le service à peu près? Donc, Non, 10 ans suffiront. 10 ans, d'accord, 10 ans dans le service et qui s'occupe au quotidien de la télésurveillance Medtronic en général, donc des pays ZDF, mais également des haltères implantables. Et il y a des spécificités qu'il faut connaître, je pense. Écoute, Mélissa, quand tu veux, peut-être qu'on va commencer par quelque chose de très pratique. C'est quelles sont les consignes que tu donnes aux patients. Voilà, qu'est-ce que tu lui expliques? Un patient qui vient d'être implanté d'un haltère implantable, qu'est-ce que tu lui expliques, en gros? Donc, quand le patient est implanté de son reveal, on vient le voir avec donc, le boîtier de télésurveillance. Oui, On fait toute une éducation patient qui passe par des grandes lignes comme le fait que le boîtier n'est pas un système d'urgence, que ce boîtier-là ne va gérer que le reveal. On essaie de faire bien la dissociation du fonctionnement de la télécardiologie et le fonctionnement du reveal. oui. On leur explique bien que en fait, ils ont à brancher le boîtier à côté du lit, puisque son principe de fonctionnement est de récupérer les données la nuit, entre minuit et 5 heures, de le brancher sur une distance maximale de 3 mètres. On leur rappelle bien que les données sont stockées sur un site internet sécurisé. On leur fait signer un consentement. On vérifie les coordonnées patients, notamment téléphoniques. On leur rappelle aussi que le boîtier de télécardiologie ne permet pas la géolocalisation du patient. On leur demande de le débrancher en cas d'orage. On leur remet tout un document où il y a toutes nos coordonnées téléphoniques et on leur rappelle que s'ils sont absents de chez eux moins de 15 jours, on leur dit qu'ils peuvent laisser le système de télécardiologie au domicile. Par contre, si ils partent plus de 15 jours, on leur conseille fortement de le prendre avec eux. Ensuite, on fait la mise en route du boîtier pour que ça fonctionne de façon automatique. Il y a besoin en fait de faire la manipulation entre le boîtier et donc le reveal implanté. Donc, on leur explique le branchement sur la prise électrique, on fait toutes les manipulations et après, on leur demande juste de le rebrancher dans la pièce où ils dorment. Donc, en gros, si je résume, dans les choses importantes, tu leur expliques que ce n'est pas un système d'urgence. Oui, C'est-à-dire que tu leur donnes aussi les horaires, tu vois, à quelle heure vous allez analyser les tracés. oui, Ou- tout à fait. C'est l'information, elle est donnée aussi sur le même document où il y a nos numéros de téléphone. Tous D'accord. les Donc, gros points sont résumés sur la feuille qu'on leur remet et notamment, il y a nos horaires. d'accord. OK. Donc, en gros, on leur explique que nous, ça va être du lundi au vendredi de 9h jusqu'à 17h et que, bon, bah, il n'y aura pas de. OK. Tu me disais, la connexion entre le télétransmetteur et le reveal se fait à l'hôpital, c'est ça? La première connexion? Oui, D'accord? Et donc, vous faites cette connexion-là, et ensuite, le patient n'a finalement plus qu'à rebrancher son appareil. tout à fait. OK. Aujourd'hui, sur les Reveal Link, les 1, on va dire, c'est forcément un télétransmetteur, hein. Il n'y a pas de téléphone pour l'instant. Non. D'accord. Ça, c'est une fonctionnalité qui sera là sur les Reveal Link, les Link 2, c'est ça? Oui, pour le 2, pour le Voilà, link 2. d'accord. Donc, pour l'instant, ça fonctionne comme avec un télétransmetteur. OK. Et tu leur dis que quand ils partent en vacances, ils n'amènent pas leur dispositif s'ils partent moins de 15 jours, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ouais. On fait la même chose pour les PACE et les DEF ou c'est Oui, différent pour les Reveal? Ouais. on fait la même chose. Après, on leur dit que s'ils ont la possibilité de le prendre, c'est mieux. Après,
c'est à eux de voir s'ils souhaitent le prendre ou pas. Mais après, c'est vrai qu'on leur conseille fortement de le prendre si c'est vraiment plus de 15 jours. D'accord. Ça, je pense que c'est des données, à mon avis, qui sont. Ce que tu viens de dire là, hein, tout le déroulé de comment ça fonctionne, la télémédecine, c'est quelque chose qui est très important à savoir, évidemment, pour les infirmières, les ARC qui s'occupent de la télésurveillance, mais également les infirmières du service et également les médecins qui s'occupent de la télésurveillance, parce que c'est important qu'on ait un discours un peu commun, quoi. Voilà, par exemple, voilà, qu'il y ait une stratégie de service où on dit un peu tous la même chose. Donc ça, moi, par exemple, là, tu vois, dans ce que tu viens de dire, il y a des choses que j'ai un peu apprises. Et voilà, c'est important qu'on ait un peu tous le même discours, quoi. OK? Donc, une fois que tu as remis ça, donc tu fais signer un consentement, Oui, tout à fait. d'accord, qui explique effectivement tout ça sur la responsabilité, ce genre de choses-là, quoi. Oui. Et Et là, oui, on leur explique aussi un petit peu l'assistant patient. ouais, On fait un premier enregistrement symptômes avec le patient. Donc, d'accord, il faut presser le bouton gris et le placer au-dessus du reveal jusqu'à que ça sonne. d'accord. Et on leur explique, on va pas dans le détail, mais on leur explique juste que ça enregistre quelques minutes avant l'appui et 1 minute après l'appui. Parce que Ouais. cela va dépendre en fait de comment il est programmé directement en salle, en fait, le reveal. D'accord. Effectivement, nous, dans la programmation, tu as le choix sur les durées d'enregistrement. Alors ça, c'est une donnée importante pour le patient. Vous savez que quand vous appliquez donc l'enregistreur sur le boîtier, ça va geler les quelques minutes d'électrocardiogramme qui précèdent et ça va geler quelques minutes qui suivent. Donc ça, il faut l'expliquer aux patients parce que surtout dans le cadre de la syncope, c'est toujours quelque chose qui est compliqué à appréhender par le patient, hein. Quand vous lui expliquez que si syncope, il va falloir qu'il applique, vous voyez, l'applicateur, l'activateur sur son boîtier, pour lui, c'est quelque chose qui est très compliqué à appréhender au départ, hein. Voilà. Bon, on lui explique, vous perdez connaissance, vous l'avez toujours avec vous, votre dispositif, et si jamais vous perdez connaissance, vous prenez le temps de vous remettre, et ensuite vous avez quelques minutes, effectivement, quelques minutes pour appuyer, voilà, pour lancer, ça va geler les minutes qui précèdent. Mais parfois, si le patient met trop de temps, oui, ben, ça ne va pas enregistrer suffisamment, et on n'aura pas l'épisode, on n'aura pas le tracé au moment de la perte de connaissance. Donc, c'est quand même important de savoir, quand on donne les instructions, comment a été programmé l'appareil. Ce n'est pas la même chose si vous avez demandé 5 minutes qui précèdent, ou 8 minutes, ou 10 minutes, par exemple. Si vous gelez les 10 minutes qui précèdent, vous avez un peu plus de temps que si vous gelez 5 minutes. Alors, c'est toujours pareil en fonction de comment vous allez programmer. Euh, Plus vous allez demander de tracer par épisode, moins vous aurez de capacité d'avoir d'épisodes, évidemment, puisqu'il y a une mémoire qui est limitée, hein. Vous allez pouvoir enregistrer en gros au total quelque chose comme un peu moins d'1 heure de tracé. Mais c'est sûr que si vous demandez pour chaque épisode des durées très longues, ben, vous allez pouvoir avoir moins d'épisodes par patient. OK? Oui. Des choses à rajouter sur les instructions au départ et sur comment on connecte les choses? Non. Non? Voilà. En tout cas, voilà, bien retenir le fait qu'on lance tout dans le cadre de l'hôpital. Et comme tu dis, effectivement, à chaque fois, même dans le cadre de l'hôpital, on applique l'enregistreur, si vous voulez, de façon à avoir un tracé symptôme pour que le patient ait compris comment ça fonctionne. On lui montre comment ça fait. Alors, c'est pour ça que sur tous les patients que l'on a, nous, le premier épisode symptôme, ben, ça ne correspond pas justement à un problème de symptômes, ça ne correspond pas à un problème, ça correspond à l'épisode que l'on a enregistré au cours de l'hospitalisation. OK? Ok. Bien, de façon très pratique. Ensuite, la deuxième étape, voilà, c'est on va montrer comment on inscrit un patient dans le site. C'est ça? Tout à fait. Eh bien, Donc écoute, là, donc, quand on vient d'implanter le patient, on lui a remis, et maintenant, on va l'inscrire sur le site. Alors, Donc ça, c'est la page d'accueil quand on rentre son identifiant et son mot de passe, la page d'accueil de Medtronic. Donc ici, il y a ajouter un patient. Donc on clique dessus, on va faire un patient test. Donc il demande le nom du patient et le numéro de série, donc du reveal implanté. On fait ajouter. Ah, bien entendu, ça ne marche pas. Est-ce que oui, donc là, on est d'accord, hein, c'est un test.
voilà. Normalement, tu dois appareiller un patient en fait avec un appareil, donc c'est un peu particulier. OK. Donc ensuite, Donc, de façon automatique, quand l'activation a été faite au préalable avec le patient avant d'inscrire sur le site de télécardiologie, ça va incrémenter en fait les données qui ont été rentrées lors de l'implantation. Donc, d'accord. c'est pour ça que le prénom se met, la date de naissance, donc le reveal, la date d'implantation, et ensuite le moniteur avec lequel il a été Il était jumelé implanté. en fait. D'accord. Ensuite, on fait soumettre. Donc là, voilà, on a bien notre patient qui est inscrit sur le site de télécardiologie avec les différents onglets. On a l'aperçu général où on retrouve un petit peu toutes les transmissions qui vont avoir lieu, la date de naissance du patient, la raison de la surveillance, un petit peu tout ça. Ensuite, le profil, c'est l'identité patient avec possibilité de mettre l'adresse, le numéro de téléphone. D'accord. Ensuite, ici, ça sera le matériel, la date à laquelle il a été implanté, le numéro de série, et pareil pour le moniteur de télécardiologie. Ensuite, il va y avoir donc tout l'historique, donc c'est-à-dire l'inscription patient, toutes les modifications qui vont être faites, la modification du prénom, de la date de naissance, tout ça. Ensuite, ici, on peut planifier en fait les transmissions, créer un calendrier pour le patient. Le Reveal Link, il faut savoir que dans tous les cas, tous les mois, on reçoit en format PDF le résumé en fait du Reveal Link de façon automatique, sans planifier en fait quoi que ce soit. Donc, Tous ce que les tu me mois, dis, c'est que ça, c'est non programmable. Tous les mois, tu as un rapport complet avec l'intégralité des données, tout à fait, avec tous les tracés. tout à fait. D'accord. Et ensuite, bon, là, il y a la partie commentaires où vous pouvez écrire ce que vous voulez. Par exemple, les alertes vues, traitées, tout ça, vous pouvez les inscrire là. Nous, c'est ce qu'on fait. Et après, ici, c'est comment sont programmées les alertes, en fait. Les alertes rouges, les alertes jaunes, en fonction du patient. Voilà. D'accord. Donc là, tu es d'accord, hein, en rouge, qu'est-ce que l'on a? Tu vois, tu as les épisodes symptomatiques, hein, c'est ça? Si un Le patient a symptôme pris. plus épisode détecté par le reveal D'accord. OK. Ça, et c'est l'épisode vraiment là, symptomatique seul. dans la syncope, hein. Voilà. Alors, ça dépend, hein, vraiment. Il y a deux indications maîtres, hein, actuellement, deux indications principales. C'est le bilan de syncope et le bilan d'AVC à la recherche de FA. Bon, les épisodes de symptômes, c'est toujours beaucoup plus important dans la syncope que dans l'AVC, puisque dans l'AVC, la FA, elle est très souvent silencieuse, donc ce n'est pas sous cette forme-là qu'on aura les tracés. OK. Donc voilà. S'il Après, y a des questions, n'hésitez pas, hein, que ce soit sur les consignes à donner aux patients, sur l'organisation, mais également sur l'inscription. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit dans le chat ou même à l'oral, hein, vous prenez la parole et vous nous posez des questions. OK? Alors, donc là, ce que l'on a, c'est un site où on a mis, bon là, oui, on a anonymisé les choses, mais c'est un site de démonstration où on a pris quelques patients qui nous paraissaient importants et voilà, avec des traces, des choses, des histoires un petit peu importantes pour le quotidien de la télémédecine. Donc, on va essayer de voir. Donc, vas-y, commence, s'il te plaît. donc là, par exemple, quand on rentre sur une alerte de télécardiologie, on va cliquer donc dans les transmissions en attente de consultation, on clique sur la date et on tombe sur ça, en fait. D'accord. Donc Ça, c'est quelque chose de programmé ou c'est une alerte? ça, c'est une alerte. D'accord. OK. Donc, on répète, hein, tous les mois, si j'ai bien compris, il y a on va recevoir un rapport complet de toutes les données. Et en plus, tu as un système d'alerte où là, tu vas pouvoir aller consulter les alertes. OK? Exactement. Bien. Donc, Donc, sur cette alerte-là, tu vois, en bas, tu as un tracé, c'est ce qu'on va dire un EGM comme ça, un peu périodique. C'est juste l'enregistrement de 10 secondes qu'on va te montrer comme ça. OK. Ensuite. en première page, il y a le Quick Look. Là-dedans, on va retrouver en fait le numéro de série du reveal, sa date d'implantation, mais aussi l'état de la pile, juste ici. Donc, ça va pouvoir nous montrer quand elle va arriver en fin de vie. Il va y avoir le motif de surveillance. Il va y avoir ici tout le compteur de tous les épisodes, donc D'accord. symptômes, post-brady, FA, et le GM en temps réel. Oui. Ensuite, il y a l'onglet épisode. C'est là où on va trouver en fait
l'ensemble des épisodes enregistrés par le Reveal ou enregistrés par le patient. Alors, Mélissa, Mm. je te coupe. Tu vois que dans le chat, il y a un commentaire. Bonjour, je me permets de préciser qu'il n'y a que 13 caractères possibles dans le link. Donc, pour les noms très longs, il faut veiller à rentrer exactement la même identité si le nom a été raccourci. OK? Oui, Voilà. en fait, en fonction de comment est rentré le nom au moment de l'implantation, il se peut que oui, en voulant le rentrer l'inscrire sur le site de télécardiologie, ça arrive il nous marque qu'il y a un problème. Donc des fois, c'est simplement que nous, ça nous est arrivé plusieurs fois, il y a eu un espace mis avant le nom. D'accord. Voilà, on a eu des petits soucis comme ça, mais c'est vrai qu'il faut que le nom soit vraiment identique à celui qui a été rentré dans le Reveal Link au moment de l'implantation. Tout D'accord. à Et fait. donc, manifestement, ce point-là, sur les noms très longs, ça peut être problématique. Donc, Tout à voilà. fait. Mis à part si on est au courant de comment il a été raccourci, on va le retrouver, quoi. Mais sinon, D'accord. ça peut être compliqué. OK. Donc là, dans l'onglet épisodes, il y a tous les épisodes. Voilà, donc là, on voit qu'il y a eu un épisode de Taki. Oui, donc là, c'était un patient qui était implanté pour palpitation avec malaise. Voilà. Et donc, ça, si tu reviens sur les paramètres de départ, tu sais, où on voyait tous les paramètres programmés. Quick Look, tu vois que, bon, là, on va pas, je ne vais pas détailler toutes les programmations, mais bon, il existe forcément des règles, on va dire, de programmation et des choses un peu générales en fonction des indications, mais je pense quand même que c'est important vraiment d'essayer d'adapter la programmation du reveal en fonction des caractéristiques et des indications d'implantation. Pourquoi? Parce que, on va voir là, hein, mais en gros, si vous programmez toutes les capacités d'enregistrement, mais souvent vous pouvez avoir les informations que vous recherchez qui vont être noyées, parce qu'on ne va voir qu'un certain nombre de tracés. Un certain nombre de tracés sont enregistrés. Je vous ai dit, il y a une mémoire en gros de 1 heure. Hein. Donc, si jamais vous voulez détecter quelque chose de très précis, par exemple la FA dans l'AVC, ben, je pense qu'il est souhaitable de ne pas programmer, alors en fonction des patients évidemment, mais si le tracé est normal, le patient ne fait pas de dysfonction sinusale, n'a pas de BAV, il n'y a pas de raison pour une recherche de FA d'aller programmer les pauses, d'aller programmer les bradycardies. Alors parfois, il y a des diagnostics croisés. Hein. Un patient que vous avez implanté pour un AVC, vous allez tomber sur des pauses et ça peut être intéressant. Mais il faut faire attention quand même que si vous programmez tout, ça peut vous diluer et ça peut vous noyer des informations qui sont essentielles. Ici, si on prend ça, par exemple, ce patient, il a été implanté pour l'hypothymie dans le cadre de palpitations. Voilà. Là, nous, ce qu'on voulait enregistrer, c'était des tachycardies et éventuellement les symptômes. Et c'est pour ça que vous voyez que les autres sont sur arrêt. On a mis les autres choses sur arrêt parce qu'on savait qu'il y avait un problème d'extrasystole ventriculaire, il y avait un problème de trouble d'urine très probablement ventriculaire et c'est pour ça qu'on l'a programmé comme ça. Bien, tu peux continuer. Donc, du coup, sur les épisodes, je rebondis un peu sur ce que tu dis. Le Reveal Link, le 1, il transmet un seul EGM par jour. Donc, si le patient, je ne sais pas moi, il a 4 épisodes de FA, on n'en recevra qu'un. D'accord. Donc, souvent, pour éviter justement de rater l'information en termes de nombre d'épisodes, il est important de regarder justement, de corréler un petit peu ce qu'il y a dans les épisodes, mais aussi dans les compteurs, en fait, qui est ici dans le Quick Look. Si Parce tu lui demandes de faire une transmission sur ces appareils-là, qu'on il est aura, possible. on aura l'ensemble des épisodes. D'accord. Donc là, que tout le monde comprenne bien. En gros, si je résume, il y a un bilan complet qui est envoyé tous les mois, un rapport complet, pardon. Il y Oui. a en plus les alertes. Et sur les alertes, il ne peut y avoir qu'un tracé, c'est ça, qui est Oui. transmis. Voilà. Mais il y a une autre façon d'avoir les informations, c'est de demander au patient de lancer, voilà, initier par le patient la télétransmission. Et auquel cas, on reçoit l'intégralité des tracés. C'est ça? Tout à fait. Après, au niveau épisode, dans l'onglet épisode, juste au-dessus, ici, là, souvent quand il y a d'autres épisodes mais qui ne sont pas envoyés, il y a une petite phrase, des épisodes supplémentaires peuvent être disponibles. Demandez une interrogation à distance pour compléter les informations complémentaires. Donc, il y a toujours cette petite phrase si au final, il y a des épisodes qui sont enregistrés, mais du coup, qui ne peuvent pas être envoyés puisqu'il y a déjà un EGM qui a été envoyé. D'accord. Est-ce que tu peux me montrer ce qui a marqué dans commentaires et remarques, s'il te plaît? Donc là, moi, je n'ai pas mes yeux, donc je ne vois pas très bien. Mais qu'est-ce qui a marqué dessus?
Implantation pour malaise, TV polymorphe et TA. Et le 7 septembre, il y a eu un épisode, le 23 août, il y a eu un épisode de Taki qui au final était de la FV réduite spontanément. Du coup, on a envoyé les tracés à son cardiologue et il y a eu l'extraction du reveal pour implantation de défibrillateur. D'accord, ok. Donc, si tu reviens sur l'épisode, s'il te plaît, tu peux cliquer dessus. Bien. Et comme ça, on voit par où tu passes. Et voilà. Moi, je trouve que cette partie commentaires et remarques, pour nous, quand on va sur le site et qu'on regarde, alors généralement, on y va peu sur le site parce que c'est vrai que ce sont essentiellement les arcs et les infirmières qui y vont, mais ça aide beaucoup quand même. Vous voyez, ces remarques-là, qu'on sache un peu. Si on marque un peu quels sont les éléments essentiels, ça va quand même favoriser grandement le suivi. Donc là, on voit, vous voyez, sur le graphe au départ, vous avez un rythme qui est relativement rapide, mais on va dire normal. C'était un enfant, c'est ça qui était implanté, c'est Oui, ça? tout à fait. Ouais, 9 ans. ouais, un enfant de 9 ans, un enfant qui faisait des palpitations extrêmement rapides avec une suspicion de troubles du rythme ventriculaire polymorphe. On avait enregistré des choses, mais il n'y avait pas de quoi mettre un défibrillateur. À ce moment-là, on a posé le reveal et voilà le tracé que l'on enregistre. Si tu montres le tracé, voilà, c'est quelque chose d'assez effrayant, quelque chose de très très rapide. Avec quelque chose de polymorphe qui, par chance, va se réduire spontanément. Cet enfant a eu besoin de la pose d'un défibrillateur. En termes d'activateurs, bon, les enfants, c'est des populations très particulières, il n'y en a pas beaucoup qui sont implantés, mais le fait qu'il y ait une miniaturisation des dispositifs, ça a aidé quand même. Voilà. Les Reveal, par exemple, ils sont tout petits quand même aujourd'hui, enfin, ils sont très petits. Ça a favorisé les implantations chez les enfants. Pour l'activateur, tu le donnes à qui? À l'enfant ou à la mère? Alors nous, ça va dépendre de l'âge de l'enfant, mais principalement les parents. Mais ça arrive que ce soit les enfants, en fonction de l'âge, qui font eux-mêmes l'activation. D'accord. Donc, en fonction de l'âge, on essaie de voir, de mesurer. Voilà, 9 ans, c'est un peu l'âge limite, mais on peut commencer à lui. Lui, en l'occurrence, si je me souviens bien, c'est lui qui avait l'activateur. Voilà. OK. Très bien. Autre chose? Juste ici, donc, il y a l'onglet des tendances. Oui. Donc, ça va reprendre en fait une moyenne sur la FA, la fréquence ventriculaire, l'activité patient, la fréquence cardiaque. Mais surtout ici en haut, on va retrouver sur un calendrier de, on va dire, 90 jours, ça dépend ce qu'on sélectionne. On va pouvoir voir en fait s'il y a un P, un I surligné et un S. Ça va permettre de voir quand est-ce qu'en fait le patient a déclenché un épisode symptomatique. Le I souligné, c'est pour dire qu'il y a eu une transmission de télécardiologie. Le I, comme quoi il y a eu une interrogation, et le P, comme quoi il y a eu une interrogation avec le programmateur. Donc, ça peut permettre de voir si le patient il a été vu par son cardiologue ou pas. Enfin, voilà. Ça résume assez bien sur les 90 derniers jours, quoi. OK. Bon, le reste des informations, c'est celles qui sont fournies sur un PACE et sur un F. Objectivement, que ce soit pour la syncope ou pour la FA, bon, moi, tu as les données de FA, mais en pratique, ce n'est pas des choses qui me paraissent déterminantes dans le suivi. OK. Ensuite, Donc, du coup, les commentaires, remarques, on a vu ça. ouais. Et après, il y a l'historique. Donc, ça reprend un petit peu toutes les alertes qui ont été visualisées, validées, un petit peu tout ce qui a été fait depuis l'implantation D'accord. avec le boîtier de télécardiologie. OK, super. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? N'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez dire quelque chose. Non? Bon, on continue. Tu as d'autres cas à nous montrer? Oui. Alors, donc, ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si ça veut bien, voilà. Ici, on voit en fait le RI. D'accord. Donc là, tu nous montres un cas d'un patient qui a été implanté. La durée, en gros, de vie de la pile, c'est un peu plus de 3 ans en moyenne, c'est ça? Oui.
Ouais, ça devrait être augmenté encore sur le Link 2. À peu près 3 ans. Dans les cas comme ça, qu'est-ce que tu fais? Alors nous, donc là, on va partir sur le principe que c'est un patient à nous. On prévient en fait la cellule qui est en charge de faire les reconvocations pour les hospitalisations et ils sont reconvoqués en fait de façon automatique, moins de 3 mois au moment où on a fait le mail en fait. D'accord. Donc, en pratique, hein, bon, sur les usures des boîtiers, ce n'est pas du tout le même degré d'urgence que pour un pacemaker et un défibrillateur, évidemment, d'autant plus que si on est arrivé au bout de la vie du dispositif, c'est que on a jugé bon de le laisser. Alors, souvent, c'est qu'on n'a pas fait un diagnostic. Voilà, on s'est aperçu que chez un certain nombre de patients, le reveal, ça avait un côté thérapeutique, c'est-à-dire des patients qui faisaient des syncopes, même des patients qui faisaient plusieurs syncopes avant. Quand on met le reveal, il n'y avait plus rien derrière. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut en tirer comme information, mais bon, la réimplantation derrière, elle se fait au cas par cas. Voilà. Alors nous, on a tendance à les enlever quand même. On les explante, alors à moins que le patient soit très âgé ou des choses comme ça, mais sinon, on aura tendance à l'extraire de façon systématique. On l'extrait plutôt au bloc opératoire. Autant les implantations, on a pris le parti aujourd'hui de faire ça, par exemple, moi je fais ça à Pellegrin dans un cabinet de consultation, où on fait ça à l'étage, enfin on fait plus ça au bloc opératoire, pour l'immense majorité des cas des implantations. Autant les extractions, on les fait quand même au bloc parce que parfois, l'appareil migre un peu et un peu plus profond. Et quand vous ouvrez au niveau de la cicatrice initiale, vous pouvez avoir le reveal qui n'est plus exactement au même endroit. Et finalement, vous allez batailler. Et c'est vrai que le faire au bloc permet de mettre un coup de scopie. Et la scopie vous dit, mais voilà, où est-ce qu'il est le dispositif. Donc, l'extraction, elle se fait de façon quasi systématique au bloc chez nous. Bon, je pense qu'avec le temps, peut-être que ça changera, mais bon, en tout cas, on le fait dans ce cadre-là. Et la réimplantation éventuelle, elle est vraiment discutée au cas par cas. Voilà. Si dans un bilan de syncope, au bout de 3 ans, 3 ans et demi, on n'a rien enregistré, il faut se poser la question, est-ce qu'il est licite d'aller en remettre un ou pas? Voilà. Bon, une fois de plus, là, c'est du cas par cas et même chose pour le bilan d'AVC. S'il n'y a pas eu de FA enregistré, bon, il faut se poser la question quand même de l'utilité d'en réimplanter un second derrière. OK? Autre chose à dire, Mélissa, sur le sujet? Non. Très bien. On voit le cas suivant. Alors après, ça c'est une autre alerte aussi. Donc là, c'est un petit peu différent. En fait, c'est une notification comme quoi le moniteur il est déconnecté. Donc, il n'y a plus de transmission qui se fait entre le boîtier télécardiologie et le reveal. Donc ça ne sort pas dans la liste des alertes à regarder. Ça se met en fait dans un onglet à part. Ça se met ici dans moniteur déconnecté. Ça ne viendra pas ici dans les transmissions à regarder les nouvelles alertes. Donc, il faut faire l'effort en fait d'aller dans moniteur déconnecté pour voir les patients pour qui la communication ne se fait plus. Donc, lui, par exemple, on peut voir que depuis le 2 novembre, il ne transmet plus. Donc, cette information, on la reçoit de la part de Medtronic 15 jours après. C'est au bout de 15 jours consécutifs où il n'y a pas de communication que du coup, nous, il nous apparaît dans les moniteurs déconnectés. Ça, c'est programmable ou non programmable? Non programmable. Donc, c'est 15 jours, voilà, c'est spécifique Medtronic, c'est 15 jours. Au bout de 15 jours, on recevra cette information. OK? Et après, nous, on fait un appel dans notre procédure interne, on fait un appel au bout de 15 jours, un premier appel, pour voir si le boîtier est débranché ou si tout simplement c'est un défaut, une mise à jour qui a mis en défaut le système. Voilà. Et après, on a toute une procédure qu'on suit jusqu'à que l'appareil refonctionne. Voilà. Donc, en gros, tu me dis, donc, l'alerte nous sera transmise au bout de 15 jours de Ouais. non-connexion. Et nous, on s'accorde, en gros, voilà, ça, c'est vraiment uniquement l'organisation du service. On a décidé que c'est comme Oui, ça. Nous, le degré d'urgence pour les reveals, c'est de répondre dans les 15 jours. C'est ça? D'avoir traité l'information, d'avoir contacté le patient dans les 15 jours qui arrivent et d'avoir essayé de régler le problème. C'est ça? tout à fait. OK. Et donc, là, en pratique, tu fais quoi? Tu appelles le patient, c'est ça? Oui, la première chose qu'on fait, c'est un appel patient. Euh, D'accord. si on voit que malgré l'appel patient, il y a
toujours aucune communication. Après, c'est un courrier directement au domicile du patient. D'accord. Après, si on voit que ça ne marche toujours pas, c'est un courrier toujours au domicile du patient, mais avec une copie au médecin traitant. D'accord. OK. Et après, on refait un appel. D'accord. Donc ça, le 15 jours au départ, c'est commun à tous les appareils. Donc ça, c'est indépendant de notre organisation. Et puis nous, derrière, c'est ce type d'organisation-là. Voilà. On se donne 15 jours, en gros, pour régler le problème quand il y a ce genre de choses-là. OK, très bien. Et- Sachant qu'une fois de plus, hein, le reveal, c'est diagnostic, hein, c'est pas thérapeutique. Alors bon, voilà, c'est pas quand même le même degré d'urgence que dans un pacemaker ou dans un défibrillateur. Alors ensuite, Ensuite, ce patient, ouais, c'est un patient qui a fait un AVC, à qui on a activé l'AFA, mais pas que. On a activé d'accord. tous les autres paramètres, en fait. Ah oui, d'accord, je comprends. Donc là, en fait, par rapport à ce que je vous disais avant, hein, voilà, sur ce premier écran, vous avez accès aux paramètres programmés. Donc là, on voit chez ce patient, il a été implanté. Alors nous, on met les haltères implantables, on les met à l'hôpital Pellegrin, c'est là où se situe la neurologie. Donc c'est deux hôpitaux différents. Donc moi, on se rend avec des arcs tous les jeudis et on va implanter les patients et on va les inscrire à la télémédecine. Et c'est vrai que, ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée quand même du reveal, là, il est implanté pour une fonction très précise. C'est le bilan d'AVC cryptogénique. Ce qu'on veut se rechercher, c'est l'AFA. Donc, en pratique, on va avoir tendance à déprogrammer tout ce qui n'est pas utile. Donc, chez la plupart des patients, 90% au moins des patients, on va déprogrammer tout ce qui est pause, tout ce qui est brady, tout ce qui est… La seule chose que voilà, tachy, on va juste laisser la fibrillation auriculaire parce que c'est ça qu'on cherche. Voilà. Et on a beaucoup plus de chances de diagnostiquer de la FA de façon effective si vous avez déprogrammé le reste parce que sinon, il y a un risque que, en gros, la mémoire soit prise par des diagnostics de fausses pauses, voilà, des faux positifs qui peuvent encombrer les mémoires. Et donc, la stratégie chez nous, c'est qu'avant de l'implanter, on fait un électrocardiogramme toujours pour vérifier que le patient n'est pas en fibrillation auriculaire. Le deuxième patient que l'on avait implanté, on ne faisait pas l'électrocardiogramme. On a implanté le reveal. C'était une dame qui arrivait pour un bilan d'AVC. J'ai mis le reveal, j'ai regardé le tracé sur le reveal et la dame était en FA, en fait. Voilà. Et donc là, je me suis dit, c'est quand même idiot, parce qu'on met un reveal pour diagnostiquer la FA, alors si j'avais fait un électro de surface, on aurait fait le diagnostic. Donc on fait toujours un électro avant. Et en pratique, hein, on essaye de regarder l'histoire de la patiente ou du patient. S'il n'a pas fait de syncope et qu'il a un électro normal au moment juste avant l'implantation, c'est-à-dire qu'il a un PR normal, qu'il n'a pas un QRS large, qu'il n'a pas de dysfonction sinusale, ce que je vais programmer moi, c'est uniquement l'AF1. Là, le patient que vous voyez, là c'est un épisode, là, vous voyez, le patient, il est relativement lent et vous voyez qu'il a un QRS large. Donc, un patient, même s'il n'a pas syncopé au préalable et qui vient pour AVC cryptogénique et qu'il a un électro anormal, comme là, un bloc de branche, je vais quand même laisser les paramètres de brady, de pause, parce qu'il y a quand même une probabilité qui n'est pas nulle d'enregistrer quelque chose. Voilà. Je pense que ça a un intérêt chez ce patient-là. Vous voyez son tracé, vous voyez ce QRS qui est élargi, quoi. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que vous voyez qu'il y a marqué pause, brady, que ça a été programmé aussi. OK? Est-ce que tu peux nous montrer un épisode, s'il te plaît? Bien sûr. Bon, il n'y en a que deux. Après, voilà, c'est ce que je vous disais là. Le petit astérique, des épisodes supplémentaires peuvent être disponibles. Demandez une interrogation à distance pour compléter les informations. Donc, il y avait un commentaire là. Pour avoir l'ensemble des informations, il C'est faut ça. Donc là, demander il faut une demander au interrogation. patient de faire Voilà, l'interrogation à distance. l'interrogation. OK? Et donc, voilà le tracé, hein. Vous voyez sur le graphe, vous voyez une grande variabilité des cycles ventriculaires. Le diagnostic de FA, il est basé là-dessus, hein. Il est basé globalement sur l'irrégularité des cycles ventriculaires, pas du tout sur l'analyse atriale, ou très peu en tout cas, mais quasi exclusivement sur l'analyse des cycles ventriculaires. Et donc, on voit le tracé en dessous. Effectivement, manifestement, voilà, on a une trémulation de la ligne de base, on a des QRS qui sont très irréguliers, et ça correspond à de l'AFA.
Voilà. J'essaie de vous montrer là, en gros, on essaye de vous montrer que la programmation elle-même, c'est essentiel pour la télémédecine après. Comment vous allez le programmer, c'est essentiel de privilégier absolument les informations pertinentes. Un patient qui vient pour un bilan d'AVC cryptogénique, il n'y a aucune raison d'aller programmer le reste. Enfin, aucune raison. Il y en aurait, on pourrait se dire, ah, mais peut-être qu'on va, voilà, on va tomber sur quelque chose qui n'était pas prévu. C'est vrai, hein, c'est vrai. Mais attention, parce que toutes ces informations qui sont enregistrées, ça va vous rogner la partie dans les mémoires qui vont être dévolues à l'enregistrement de ce que vous recherchez, c'est-à-dire la FA. Okay. Bon, là, il se trouve que ce patient, il a un QRS large. Voilà. Vous voyez, la FA, elle est relativement lente. Elle n'est pas très rapide. Ça veut dire que vous avez une conduction AV qui n'est pas tout à fait normale non plus. Et donc, c'est possible que ce patient ait de temps en temps des pauses et que ces pauses elles soient suffisamment importantes pour que ça déclenche voilà, l'introduction d'un nouveau traitement, d'un pacemaker, par exemple. Okay. Tu nous montres le tracé d'après, si tu veux, ou le patient d'après? OK. Et donc là, voilà. Attends, Ah oui, non, pardon, non, je suis allée trop vite. Voilà. Là, voilà, là c'est l'autre, le patient standard. Voilà. Ça, c'est un patient qui vient pour AVC cryptogénique. Et vous voyez, on a mis en arrêt tout ce qui était enregistrement automatique, des tachys, des pauses, des bradys. Voilà, on a même mis la TA en arrêt. Et voilà, l'AFA. Alors, la question qui va se poser, et je ne vais pas pouvoir vous donner de réponse, c'est quelle durée minimale d'enregistrement. Là aussi, hein, il faut faire attention. Voilà, c'est une balance toujours entre sensibilité et spécificité, mais on veut éviter à tout prix quand même de surcharger de travail les équipes de télémédecine. Et donc, attention, parce que voilà, le reveal en télémédecine, ça a un intérêt indiscutable aujourd'hui. Hein. Voilà, dans l'AVC cryptogénique, ça a quand même fait ses preuves, mais il faut toujours garder en tête que s'il y a bien un appareil qui va augmenter considérablement la charge de travail en termes de télémédecine, ça va être les Holter implantables. Je ne sais pas vous donner de chiffres, mais je ne sais pas combien de pacemakers il faut pour avoir autant de travail qu'un seul Holter implantable. Et pour l'équipe qui va être en charge du télésuivi. Parce qu'il y a souvent énormément de tracés, énormément de faux positifs. Et donc, il faut avoir une balance entre l'efficacité et, si possible, ne pas surcharger de travail l'équipe paramédicale. Donc là, par exemple, c'est vraiment les deux objectifs. Quand vous enlevez la capacité d'enregistrer les pauses, les tachys, les bradys, vous augmentez à l'appareil la capacité d'enregistrer le nombre de tracés en FA. Donc ça, c'est essentiel. Mais en plus, vous allez diminuer considérablement la charge de travail pour les arcs ça va éliminer tous les patients où il y a des fausses pauses, des fausses bradycardies, voilà, qui surchargent de travail, qui surchargent les mémoires et qui surchargent de travail. Voilà. Donc, ça, quelque part, l'intelligence artificielle des dispositifs s'améliore avec le temps. On espère que le Link 2, ça sera mieux encore que ce qu'on avait aujourd'hui. Mais il n'empêche qu'au moins sur ce que l'on a, les appareils aujourd'hui, il y a encore énormément de faux positifs. Et donc, si vous voulez réduire ça et une fois de plus augmenter la capacité de voir de véritables épisodes de FA, moi, je vous conseille de le programmer en ne mettant uniquement que les informations pertinentes. Et là, en l'occurrence, la FA. Après, voilà, la durée des épisodes pour la FA, voilà, vous pouvez mettre tous les épisodes. Pour un diagnostic de FA, il faut un minimum de FA de 2 minutes pour le link. Donc, quand vous programmez tous les épisodes, en gros, vous allez avoir tous les épisodes, plus ou moins, hein, qui font plus de 2 minutes. Bon, nous, à Bordeaux, on avait fait le choix. Alors, dans le cas de l'AVC cryptogénique, c'est très, très, très discutable. Hein, mais on avait fait le choix de l'anticoagulation si ça durait plus de 6 minutes. Donc, voilà, on a mis 6 minutes, mais sans vraiment aucune certitude à ce niveau-là, quoi. OK ? OK. Il y a un commentaire dans le chat, Pierre. Alors, deux choses. La première, c'est sur la durée des épisodes. Voilà, donc, un diagnostic de FA, quand on met tous les épisodes, ça va durer au moins 2 minutes. Voilà. C'est vrai que les neurologues, ils sont chez nous d'habitude assez réticents à débuter un traitement anticoagulant sur la population générale. Par contre, c'est exactement la même chose qu'à Grenoble. Ils vont vous dire, si on a mis un reveal, quelle que soit la durée de la FA,
on débutera un anticoagulant. Ils ne sont vraiment pas sur la réserve à ce niveau-là. Ils vous disent, même si ça faisait 30 secondes, en pratique, on débuterait un traitement anticoagulant chez spécifiquement ces patients-là. Alors, quand on met tous les épisodes, les 2 valeurs basses que vous avez, c'est tous les épisodes ou plus de 6 minutes, en gros. Voilà, tous les épisodes, il faut quand même que ça dure au moins 2 minutes, l'AFA. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Donc, ça ne sera pas 30 secondes, ça sera 2 minutes. On a hésité, et je ne vous dis pas que vous me dites que vous êtes surpris ou surprise, et vous avez raison. Je ne suis pas sûr qu'on ait raison de mettre 6 minutes, mais bon, une fois de plus, entre 2 et 6, le nombre de faux positifs est extrêmement différent. Si vous mettez 6 minutes, c'est l'impression que j'avais, en tout cas, on a l'impression qu'on a beaucoup moins de faux, enfin, on a moins de faux positifs de FA que si vous mettez des minutes. C'est toujours une balance. Voilà. Donc ça se discute. Hein. Voilà. Voilà, sans certitude à ce niveau-là. Après, pour la FA sur les syncopes, on peut le mettre effectivement, on peut laisser activer. Voilà, moi ça ne me choque pas du tout. C'est plutôt, moi je vous dis, enlever des paramètres programmés, c'est essentiellement dans l'AVC cryptogénique où j'enlève tout le reste. Pour les syncopes, en pratique, historiquement, moi sur les syncopes, on se base essentiellement sur les symptômes. Donc, sur la récidive du symptôme. Donc, c'est ça qui va nous intéresser. Les diagnostics automatiques m'intéressent un peu moins, on va dire. Par contre, effectivement, la possibilité d'enregistrer de l'AFA est non négligeable. Et donc, voilà, c'est indépendant du problème de la syncope dans l'immense majorité des cas, mais ça ne me choque pas du tout, comme vous faites, de laisser le diagnostic de FA pour les patients avec syncope. À l'inverse, je vous répète, pour les AVC cryptogéniques, moi j'ai tendance, bon, c'est un choix, mais avec des avantages et des inconvénients, mais moi j'ai tendance à ne laisser que la FA. Et si vous me disiez il faut programmer tous les épisodes, ça ne me choquerait pas non plus. Mais voilà, ça augmente quand même la charge de travail. Et Ok. est-ce que vous avez. Tu as un autre tracé? Tu nous as Mm. montré. Là, tu avais un épisode de FA là, chez ce patient? Tout à fait. Et j'en ai même plusieurs. Tu en as même plusieurs. Mais montre-nous-en un. Effectivement, il y en a un paquet. 30 secondes me paraît quand même très court. Hein. Parce que Alors, 30 là, secondes, 30 secondes, c'est. Tu sais que le diagnostic de FA, pour faire un diagnostic de FA, il faut au moins que ce soit un épisode de 30 secondes, par définition. Et après, ce qui a marqué dans le chat, c'est qu'effectivement, nous, les neurologues, ils nous disent, même si tu enregistres plus de 30 secondes de FA, on l'anticoagulera. Voilà. Donc, eux, quand vous leur demandez, les neurologues, ils vous disent, rends l'appareil le plus sensible possible. Bon, chez Med, pour un diagnostic de FA, c'est minimum 2 minutes. Donc, quand vous mettez tous les épisodes, il faut quand même que ça ait duré 2 minutes. Voilà, c'est tout. Mais entre 2 et 6, bon, voilà, c'est un rapport entre la sensibilité et ensuite la spécificité quand même. Voilà. Il y a plus de mais qu'est-ce qu'on a comme preuve? Donc, on a le Loop Trial qui était négatif. Après, on a le Assert, European Heart Journal, il y a 5 ans, où là, ils ont montré qu'il y a seulement un risque au-delà de 24 heures. Ce n'est pas une étude de Link, c'est une étude de pacemaker. Marcus, là, c'est une population particulière. Hein. Oui, là, mais dans l'étude Assert aussi, hein, âgé, hypertension, OK, ils n'ont pas fait de l'AFA, ils n'ont pas fait de l'AVC, donc je suis d'accord. C'est justement ça. C'est ça la particularité de ça. C'est en ce sens-là, si tu veux. Moi, je pense qu'un patient qui n'a pas fait d'AVC, quand tu discutes avec le neurologue, ils ont les mêmes études que nous. Hein. Un patient qui n'a pas fait d'AVC, eux, ils ne sont pas très prompts à introduire finalement très facilement les anticoagulants. Et par exemple, moi, il y a beaucoup de gens qui me diront, au vu de la littérature, bien, moi, je trouvais que le seuil de 24 heures était tout à fait acceptable. Tu vois, c'est les patients qui n'ont pas fait d'AVC. À l'inverse, et ça c'est à Bordeaux, et je pense à Grenoble en fonction du message, et à peu près avec tous les neurologues avec qui j'ai discuté, si on met un reveal dans le cas d'un AVC cryptogénique, c'est qu'on n'a rien trouvé d'autre. Et ils me disent, si jamais tu mets en évidence ne serait-ce que 30 secondes, voilà, pour moi, c'est que, voilà, si on a mis le reveal, c'est que voilà, on n'a rien, et là, on a une cause, et donc on va la traiter. OK ? Voilà. Il y a vraiment cette opposition, bon, ça dépend des neurologues, évidemment, avec qui tu discutes, mais voilà. Un patient qui n'a pas fait l'AVC, quand tu leur dis 24 heures, ça ne les choque pas. Un patient qui a fait un AVC, ils te disent même à partir de 30 secondes, je l'anticoagulerai. Voilà. Après, nous, on est en charge de la télémédecine. Et nous, il faut aussi que l'on privilégie l'efficacité, il faut que ça fonctionne, il faut que ce soit faisable, applicable, et donc, il faut essayer de réduire au maximum les faux positifs. Voilà. C'est clair. On continue.
Donc là, vous voyez, là, c'est un tracé manifeste de FA, hein. Aucun doute là-dessus. Là, vous voyez, le patient ou la patiente a un QRS fin. C'est pour ça que je me suis permis, et elle avait un tracé normal, je me suis permis de couper les autres fonctions. Voilà. Là, ça sera juste la FA et exclusivement la FA. Et quand vous voyez, il y a énormément de tracés enregistrés de FA. Voilà. Et donc là, le diagnostic ne fait pas trop de doute, quoi. OK. Tu avais un autre tracé, un autre cas clinique à nous montrer? Oui, j'ai un dernier. Qu'est-ce que tu voulais nous montrer sur ce tracé? Euh, un symptôme avec une pause en fait corrélée en même temps, qui est plus tard. En fait, on voit ici, il y a un symptôme le 11 juillet à 14 heures et une pause enregistrée de façon automatique à 13h59. Donc, quand D'accord. on va cliquer sur le symptôme, eh bien, on ne l'a pas. On pourrait l'avoir si le patient fait une transmission. En D'accord. revanche, on a bien la pause qui est ici D'accord. et qui est corrélée en fait à l'épisode symptomatique. D'accord. Mais tant que en fait, il n'a pas fait la transmission, nous, on ne pourra pas avoir l'épisode symptomatique. Ça n'arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive, en fait, il faut demander au patient de faire une transmission et on aura l'épisode symptomatique entier. Oui, ça, là, tout ce que tu nous décris, là, ça paraît être des détails, mais c'est des détails qui sont essentiels. Voilà. Quand tu as un patient qui appelle et qui a fait un problème et que tu vas regarder sur le site de télémédecine, c'est essentiel de comprendre qu'est-ce que l'on voit, tu vois, combien de tracés, pourquoi, lesquels. Parce que après, sinon, quand tu vas répondre, voilà, tu vois, au patient, ben, tu peux lui dire quelque chose qui n'est pas, tu vois, si tu ne vois pas le tracé et que tu lui dis que le tracé n'a pas été enregistré, bon, mais ça, c'est un problème en fait. Parce que non, si le patient venait en face à face ou s'il déclenche voilà, une transmission manuelle, mais là, vous allez recevoir le tracé. Donc, c'est pour ça que savoir que ce que vous voyez sur le site, il y a juste un certain nombre de tracés, par exemple par alerte, un tracé par jour, mais ça, c'est essentiel parce que des fois, sinon, vous allez vous retrouver à répondre à des choses qui sont inadéquates pour le patient. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on vous le montre là. Là, par exemple, vous allez regarder le symptôme, ben, c'est embêtant parce que vous ne voyez pas le tracé. Il se trouve que de façon concomitante, l'appareil a enregistré un épisode de pause au décours de l'épisode symptomatique et c'est pour ça que vous allez pouvoir le GM. OK? Est-ce Voilà. que vous avez des questions particulières sur le Reveal, sur la télémédecine des Reveal, sur l'aspect pratique, voilà, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez surtout pas. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour de qu'est-ce qu'on pouvait voir. Alors, on pourrait vous montrer plein de tracés, hein, mais l'idée, c'était de vous montrer vraiment en pratique, quoi. Quelles sont les consignes que l'on donne aux patients, comment on l'inscrit, et ensuite, voilà, qu'est-ce qu'on fait en fonction de certaines situations, et bien intégrer le fait que tous les tracés ne sont pas forcément disponibles sur une alerte. Voilà, le Link 2 va modifier quand même considérablement les choses. L'idée, c'est quand même que ça transmette beaucoup plus. Il y aura une application, il y aura la possibilité de transmettre directement avec un téléphone. Voilà, donc ça va évoluer beaucoup assez rapidement. Laurent, le Link 2, ça arrive quand? Tu l'as, Laurent? Oui, je suis là. En termes de remboursement, tu veux dire? Oui. Ouais. Bonne question. On espère le plus rapidement possible, mais pour l'instant, c'est en cours. La demande de remboursement est D'accord. en Oui, cours. ça pour l'instant, la limite, hein, voilà, c'est ça, c'est Ouais. que c'est hors remboursement. Donc voilà, ça a un certain coût. Et voilà. OK. Euh, alors. Alors, pour les IRLR syncope, là aussi, hein, l'idée, hein, évidemment, il y a deux types. Là, vous voyez, il y a une question là sur le chat où on me demande pour les syncopes à combien vous réglez les délais de syncope à minima. Alors, vous avez le choix en 3 secondes, je crois que c'est 4 secondes et demie, bon, peu importe. Mais en pratique, là aussi, c'est au départ, hein, au départ quand même, l'idée, c'est qu'on implante un reveal en espérant, entre guillemets, qu'il y ait une récidive de syncope. Et donc, dans la syncope, voilà, cet appareil-là, il a été posé en se disant le patient en a fait plusieurs, il y a donc un risque de récidive important et on aura un tracé enregistré au décours de l'épisode. Donc vraiment, la fonction première
du reveal, c'est celle-là. Ce n'est pas un diagnostic automatique, hein. C'est un diagnostic symptomatique, c'est-à-dire il y a une récidive et on enregistre. Et donc ça, c'est le patient qui va déclencher son activateur. Alors, tout ce qui est enregistrement automatique, ça a été ajouté pour deux choses. La première, c'est qu'il y a des patients où on sait que se servir de l'activateur, ça ne sera pas possible. Alors, ce n'est pas complètement une contre-indication pour moi au reveal, hein. On se dit, si le patient n'est pas en capacité d'appliquer, ben, il y aura quand même le diagnostic automatique. Ça a été fait pour ça. Et la deuxième chose, c'est que le diagnostic automatique, ben, ça permet, si le patient n'a pas son activateur évidemment, mais ça permet aussi peut-être d'enregistrer des choses qui seraient asymptomatiques, non ressenties par le patient. Parce que si le patient est symptomatique, normalement, il doit déclencher l'enregistrement. Donc, quelque chose qui serait asymptomatique. Et là aussi, c'est la même chose. Voilà. Vous allez avoir le choix entre, si vous mettez 3 secondes, ben là aussi, vous aurez un nombre assez considérable. Voilà. Alors, c'est sûr qu'avec l'intelligence artificielle, ça progresse un peu, mais en fait, encore aujourd'hui, alors, ce n'est pas tous les patients, mais il y a un certain nombre de patients où vous pouvez avoir un signal qui n'est pas très bon, avec des fluctuations de l'amplitude de l'onde de verre, et donc des sous-détections et des faux diagnostics de pause. Si vous mettez 3 secondes, il est évident que chez ces patients-là, vous allez avoir un nombre de faux positifs qui sera conséquent et qui va vous surcharger les mémoires, quoi, en gros. Voilà, donc en pratique, c'est une question, voilà, moi j'ai plutôt tendance à mettre un peu plus long que 3 secondes de façon de base. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ma réponse, mais en gros, voilà, c'est toujours une balance entre les deux. Et une fois de plus, un patient avec syncope, je vais avoir tendance à l'implanter en me disant qu'il y a un risque, parce qu'il y a un risque de récidive important. Et ce qui va m'importer, c'est d'avoir le diagnostic au moment de la récurrence de la syncope. Voilà. Et je vais lui demander aussi d'enregistrer, même s'il ne syncope pas, même s'il a des lipotymies, donc, vous voyez, au-delà de 3 secondes, pas toujours, mais les patients peuvent les ressentir, et donc je vais préférer qu'il enregistre automatiquement. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a une dans le chat. Donc, sur les cours de rythmologie, non, on n'a pas repris. On a des cours tous les lundis maintenant. Voilà, ça change de jour. Donc, c'est des cours tous les lundis à 13h. Voilà. Et là, pour l'instant, on fait des cours donc ça, qui sont plutôt médicaux et qui sont sur les devices. Donc là, on est en train de faire le cursus sur les défibrillateurs. C'est le même lien, le même lien Zoom qu'aujourd'hui. Donc, vous êtes les bienvenus lundi prochain à 13h. Et une fois qu'on aura fini les devices, on fera l'électrophysiologie. Voilà. D'autres questions? Non? Laurent, quelque chose à rajouter? Non, merci. Ça non plus. Non. Eh bien, écoutez, c'est très bien. C'était très pratique, je trouve. Voilà. Bon, moi, j'ai eu pas mal de questions et je vous ai répondu. C'est un point de vue et sans certitude, hein, sur plein de choses, hein. Voilà, 2 minutes, 6 minutes, comment il faut programmer pour la FA, comment il faut programmer pour les syncopes, les durées de pause, tout ça. Est-ce qu'on laisse la FA chez les syncopes? Est-ce qu'on laisse les pauses chez les AVC cryptogéniques? C'est un point de vue et sans certitude et c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps, hein. Voilà. Voilà. En tout cas, voilà, l'idée quand même, c'est celle-là. Essayez uniquement d'avoir des informations pertinentes. Voilà ce que l'on recherche. Alors, c'est vrai que si vous faites ça, eh bien, vous allez perdre la possibilité d'enregistrer des trucs un peu au hasard, comme ça, qui sont tombés là. Voilà, un patient qui est implanté pour AVC et qui va faire une pause qui n'était pas prévue alors qu'il avait un tracé normal. C'est sûr que vous allez perdre de l'information. Mais par contre, vous allez quand même gagner en capacité diagnostique et surtout le côté pratique de la télémédecine, c'est quand même qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui interprètent les tracés, hein. Et voilà, ce rapport entre quantité d'informations et surcharge de travail et pertinence des informations, il est essentiel pour devenir la télémédecine. OK? Eh bien, merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Mélissa, et merci beaucoup, Laurent. Merci. Merci. Salut les amix!